les Terriennes, bienvenue dans la saison 3. Comme vous le savez, désormais, l'émission s'organise autour d'un invité principal. Ce soir, Frédéric Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Frédéric, bonsoir. Très heureux de vous accueillir. Alors, je vous ai demandé de venir ce soir pour deux raisons. D'abord, vos cheveux. Votre look incroyable pour un homme politique de droite. Look façon Travolta dans Pulp Fiction. Et j'ai appris d'ailleurs que Pierre Charon, conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, vous surnomme effectivement comme ça. Pulp Fiction, pas mal. Et à une époque, au moment de la guerre Balladur-Chirac, on vous surnommait Fredo le nettoyeur. C'est énorme. C'est énorme. Mes balles, c'est les idées, Thierry. Ah! Alors, l'autre raison pour laquelle je vous ai invité, c'est qu'on vous voit partout. Vous avez un avis sur tout, hein. La crise, la Marseillaise sifflée, Obama, le PS, France Télévisions, le journaliste de Libé lundi, le travail le dimanche, la cuisson des coquilles Saint-Jacques, vous avez... Pas trop cuite. Pas trop cuite, d'accord. Donc en P1, nous parlerons de vous, de vos origines, de votre carrière, de votre vie et de vos cheveux. Sans indiscrétion, vous craquez combien en gel par mois, là? J'en mets jamais. Ah bon? Jamais. Ils sont bien fluffy, là, ils sont beaux, hein? C'est naturel. C'est mieux que Luc Ferry, hein? Ouais. Alors, en P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Dominique Farrugia, qui nous parlera également du double DVD La Grosse Émission Best of 2008. Dominique fera aussi, ici, ce soir, le bilan de son ralliement au sarkozysme. Il nous racontera comment, après avoir été coursier, batteur, auteur, présentateur, patron de chaîne, producteur de films, il se retrouve en train de faire la bise à Christine Boutin. Et voilà, alors, toujours en P2, nous rejoindra Laurent Neumann, le directeur de la rédaction de Marianne, le seul journal en France qui n'appartienne pas à un ami de Nicolas Sarkozy. Oui, mais qui gagne beaucoup d'argent. Ah, grâce à vous. Grâce à Nicolas Sarkozy. Oui, c'est sûr. Toutes ces unes sont sur Sarkozy. C'est vrai, c'est vrai. Et en P3, nous recevrons Philippe Lelouch pour son livre « J'en ai marre d'être juif, j'ai envie d'arrêter », paru au Cherche Midi. Dieudonné a adoré, il a mis au livre 5 étoiles de David. Voilà, voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Donc, Frédéric Lefebvre, alors, vous êtes député UMP des Hauts-de-Seine, secrétaire national de l'UMP, porte-parole de l'UMP. Donc on ne peut pas allumer la télé en ce moment sans vous y voir donnant votre avis sur tout. C'est une sorte d'Éric Zemmour, mais en plus dangereux, parce que vous êtes au pouvoir, si on peut dire. Alors, c'est dur d'avoir des avis de droite sur tout, ou c'est une question d'habitude? C'est vrai que ça peut être un défaut d'avoir un avis sur tout, mais en même temps, vous m'invitez, vous me posez des questions. Moi, je suis comme ça, je réponds. Mais on vous voit partout, mais on vous connaît mal, donc on va parler un petit peu de vous d'abord. Vous êtes né en 1963 à Neuilly, père médecin. Votre maman? Elle était la secrétaire de mon papa. Famille giscardienne, anti-gaulliste à cause de l'Algérie. Votre père était Algérie française? Il a fait la guerre d'Algérie, ouais. Bah, il fait partie de tous ces hommes qui ont combattu là-bas, et pour eux, c'était difficile, je crois. Bien sûr, bien sûr. C'est une tragédie, cette affaire. Grand-père industriel, fondateur des phares Axo. Donc il y a un peu de pognon dans la famille, quand même. Bah, il n'y a plus beaucoup, hein. Ça n'a pas été formidable de ce côté-là. Ouais. Alors, votre grand-père est mort à 50 ans après une vie de labeur, sans avoir pu faire le tour du monde dont il rêvait. Et vous êtes fait une promesse à vous-même, c'est de vous dire j'arrête à 50 ans pour faire le tour du monde. C'est ça qui vous donne cette niaque? Vous savez que vous n'avez plus que pour 5 ans, en fait. En tout cas, c'est ce qui fait que j'essaye de faire beaucoup de choses très vite. Mais vous serez ministre dans 5 ans. On verra, mais en tout cas, j'y crois toujours. S'arrêter, ça ne veut pas dire tout arrêter. Non, bien sûr, non. C'est quoi comme projet, par exemple? Bah, c'est pas vraiment le tour du monde, mais moi, ce que j'ai envie, c'est de faire le benchmarking qui se fait assis dans un bureau d'habitude. Ouais. Je trouve que partir 3-4 mois dans un pays, avec des artistes, avec des entreprises, et puis essayer d'échanger avec ces pays, ramener à son pays, leur le amener meilleur des choses. des autres pays. Exactement. À 15 ans, vous lisez Le Quotidien de Paris. Vous opposez à un prof gauchiste qui voulait être tutoyé par ses élèves. Vous savez tout, vous. Ça vous énervait? Ça m'énervait pas, en fait. Je trouvais ça plutôt marrant. Ouais, mais j'aimais bien le débat, déjà. Ouais, déjà, ouais. À 23 ans, diplôme de droit, vous entrez bénévolement au cabinet de Chaban-Delmas.
Mais la date clé, évidemment, de votre vie, c'est votre rencontre avec Nicolas Sarkozy. Vous dites, quand vous le voyez la première fois, il prenait la lumière. C'est un peu Jeanne d'Arc, là, quand même, non? Ben, c'est pas faux, non, regardez. Ouais. Quand on a des idées, ouais. on a envie de les défendre, ouais. quand il y a quelqu'un dont on sent qu'il est capable de les porter, ces idées, ouais. Ben, finalement, on est assez content de travailler avec lui. Ouais. Alors là, c'est l'engagement total au service de Sarkozy. Vous êtes devenu une sorte de d'Artagnan de Sarkozy. Hein. C'est vrai, on est vraiment... Vous êtes mis à son service, quoi. C'est vrai. Et vous dites, je voulais que Nicolas Sarkozy devienne président de la République. C'était mon objectif de vie. C'est vrai. C'est extraordinaire. Hein. Quand il est élu président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, là, vous pleurez carrément, quoi. Oui. Vous pleurez souvent comme ça, non? Non, c'est assez rare. C'est vrai, non, mais au cinéma, par exemple, vous pleurez? Bambi, j'ai pleuré. Ah, Bambi, il a pleuré à Bambi. Oh, le flingueur de l'UMP a pleuré à Bambi, mesdames, messieurs. Eh oui. Il y a un cœur sous la veste marron. Oui. Alors, pendant la marche à l'Élysée, vous vous heurtez à Claude Guéant et à Cécilia Sarkozy. Qu'est-ce qui se passait avec Cécilia? Elle aimait pas votre côté un peu mafioso? Elle était jalouse de vos cheveux? Non, qu'est-ce qui se passait? Bon, vous savez, la vie, c'est fait de rencontres, et puis c'est fait parfois de quelques tensions. Ouais. Le résultat de cette inimitié, en fait, avec Guéant et Cécilia, c'est que vous n'avez pas été invité, quand même, quand il a été élu président de la République, à la cérémonie de passation de pouvoir, je veux dire, après tout ce que vous aviez donné. Il y a un moment qui a été dur, comme je voulais pas le regarder à la télévision, ouais. que j'avais quelques affaires à régler, puisque je devenais parlementaire, et que j'avais une entreprise, donc j'avais été voir mon avocat pour régler tout ça, en me disant comme ça je serais tranquille. Et lui, pour me faire plaisir, il avait fait le rendez-vous dans la salle d'attente où il y avait un énorme poste de télévision. Ah ouais. Et là, vous voyez donc cette cérémonie de passation de pouvoir avec Cécilia, glaciale. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Ouais. Non, c'était une passation de pouvoir qui était émouvante pour moi de voir Nicolas Sarkozy devenu président. Enfin, là, quand même, vous avez conservé votre amitié à Nicolas Sarkozy. Bien sûr. Oui, mais enfin, il aurait quand même pu vous inviter à la passation de pouvoir. Il faudra lui dire, vous lui direz. Est-ce qu'il n'est pas un peu influençable par les femmes? Qui n'est pas influençable par les femmes? Moi? C'est pas ce qu'on dit. Hein. C'est pas ce qu'on dit. Alors, donc là, vous devenez un peu le porte-flingue numéro 1 de Nicolas Sarkozy, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous êtes là partout, dans les médias, en train de le défendre, en train d'appuyer ses arguments. Vous avez vu que vous commencez un peu à parler comme lui aussi quand vous êtes à la télé. C'est ça. Alors, il y a un truc qui m'intéresse. C'est est-ce qu'il vous appelle en me disant « vas-y, dis ça » ou alors est-ce que vous connaissez tellement bien Sarkozy que vous le faites sans avoir besoin de lui en parler? Deuxième réponse. Ah, c'est énorme. Ah ouais. Vous êtes un peu comme son double médiatique. Je ne sais pas si je suis son double, mais vous savez, quand vous partagez ce que j'ai partagé avec lui, que je vous ai dit que les idées, je sentais que c'était lui qui pouvait les porter, du coup, je suis assez en phase avec lui. Et il vous appelle jamais pour vous dire « là, t'as quand même un peu exagéré, franchement, non ?» Non, il sait que j'ai un esprit un peu indépendant. Faut voir ce que vous dites aussi en même temps, vous y allez. Hein. Bon. C'est votre meilleur ami? C'est pas mon meilleur ami, mais c'est un ami. C'est un ami. Bien. Eh bien, on va faire une interview. Meilleur ami. Alors, Frédéric, qu'est-ce qu'il a que personne d'autre n'a? Carla. Ah, Carla. Bien vu. Quelle est sa meilleure idée pour vous? Réhabiliter le travail. Ouais. Dans un pays qui avait un peu oublié ce que c'était. Est-ce que c'est vrai que Nicolas Sarkozy guérit les lépreux en les touchant? Je sais pas. Peut-être. Et physiquement, vous préférez quoi chez Nicolas Sarkozy? Ses mains. Il a très belles mains. mains. Ah ouais? Accepteriez-vous que votre femme vous trompe avec Nicolas Sarkozy? Non. Ah. Et vous? Moi non plus. Bon. Non, mais... On a un point commun. On a un point, on en a d'autres. C'est vrai que quand on le voit en vrai, Nicolas Sarkozy fait plus grand. La télé rapetisse. C'est possible, regardez-moi. Je fais 1m95. Et de plus négatif, pourriez dire quoi sur lui? Il peut parfois être un peu coléreux. Ah, il traite les gens de connards, c'est vrai? Ouais. Non, coléreux, vous n'êtes pas obligé de traiter de connard. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il fait? Il jette des objets? J'en ai connu d'autres en politique qui jetaient des objets. Villepin. Philippe Seguin était assez... Ah oui? Ouais, ça a volé de temps en temps. Et Nicolas, non mais la pire colère que vous l'avez vu prendre, c'est quand? C'est souvent contre lui-même, en fait. Ouais.
C'est-à-dire quand il a le sentiment que sur quelque chose de très important, il aurait dû décider quelque chose et qu'il se reproche de ne pas l'avoir fait. Ben voilà. Comme vous le savez, en P2, nous recevons de nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Ce soir, Dominique Farrugia. Bonsoir Dominique. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous connaissez Frédéric Lefebvre? Je connais très bien Frédéric. Pulp Fiction, on l'appelle. Ou Fredo le nettoyeur, j'adore. C'est vrai qu'il a un côté un peu tarantinesque, un peu scorsésien, un peu killer. Au niveau du costard. Au niveau des cheveux longs avec le costard. Ouais, il aurait pu jouer dans Les Sopranos, Frédéric. Ouais, mais il a fait des choses à l'Assemblée, moi, qui m'ont bien plu. Voilà. Un amendement sur les sans-papiers qui a été voté à l'unanimité et je dois dire que c'est lui qui l'a fait passer. Et c'était un joli amendement. Donc tu peux dire que je suis totalement de droite maintenant. Vas-y. Ah oui. Au début, j'étais plutôt pro-Ségolène. Ah oui. Oui. Ça m'a pas duré super longtemps, jusqu'à temps où elle commence à parler de camps d'enfermement pour les jeunes, voilà, avec l'armée autour. Et là, je me suis dit, ils sont mal barrés. Premier bilan, vous êtes satisfait, très satisfait ou absolument satisfait? Je suis satisfait puisque on vit dans une plutôt social-démocratie qu'aurait pu faire le PS s'il s'était bien démerdé. Alors, vous avez le numéro de Sarko, là? Non. C'est dommage, on aurait pu l'appeler, lui faire une blague. Ah oui, mais ça m'aurait fait bien marrer, ouais. Vous l'avez, vous? Oui, je l'ai, mais on va pas l'appeler. Pourquoi? Oh, pour lui faire une blague, on déconne. C'est vrai? Eh, Nicolas Non, mais pourquoi? S'il y avait eu ma fille, t'aurais volé le... Ouais, il t'aurait volé le portable. Et il serait allé, il aurait fait... Mais vous riez plus comme avant? C'est quoi ce nouveau rire, là? Non, j'ai le même temps. Ah bon? J'ai le même... Vous n'avez pas changé de rire, au moins? Non. Sérieusement, votre rire, il fait pas peur à votre fille, là, le rire, non? Non, ma fille... C'est bizarre, ce rire, quand même. Il est étrange, je l'avoue. Mais non, ma fille a 9 mois, et elle commence à... Déjà, elle reconnaît son père, ce qui est pas mal. Elle le reconnaît au rire. Au rire, voilà. On va passer maintenant au cadeau de Noël. Monsieur Dominique Farrugia nous propose ce soir un double DVD intitulé La grosse émission Best of 2008, qui a été diffusée sur la chaîne Comédie. Exactement. Alors en fait, c'est 6 émissions inédites qui ont été diffusées entre le 26 janvier 2008 et le 4 février 2008, quand, pour fêter les 10 ans de la grosse émission, vous êtes redevenu animateur. Comme d'habitude, il n'y avait pas d'animateur pour l'animer, donc on est revenu me chercher. Bien, on va regarder à quoi ça ressemble, cette grosse émission double DVD. Hop. Damien, calme-toi. Damien, on va jouer. Donc vous devez me répondre à ces questions. Si vous répondez bien, il reste. Si vous répondez mal, il avance. Pour aller au Trocadéro, quel bus doit-on prendre entre 32 et 21? Le 26. Le 26. Non, c'était le 21, je suis désolé. Oh là là. Oh merde. Mais oui, bravo. Allez. Non, Damien, tu ne baisseras pas. On applaudit Damien. Top chrono. Vous auriez aimé jouer dans quel film avec Alain Delon? Dans la peau de... La plus séduisante des femmes du monde. Une raison d'arrêter de fumer. Vous voterez pour qui en 2012? 30... Votre numéro de sécurité sociale? 34. Un juif que vous détestez? J'aime pas. Un arabe que vous détestez? Tous. Dieu ressemble à quoi? Dieudonné. Voilà la grosse émission Best of 2008, double DVD. Alors, Dominique, est-ce qu'il y a des choix que vous regrettez dans la vie? Non, j'ai la chance de ne pratiquement rien regretter. Ah ben, vous êtes le client idéal pour une interview, le bon choix. Est-ce que vous préférez votre fille ou votre femme? Chérie, tu sais très bien que je t'aime, ma fille. Très bien. Alors, vous préférez Nicolas Sarkozy ou Manu Payet? Nicolas Sarkozy à produire, je sais que je remplis Bercy, là. Ouais. C'est vrai. Vous préférez manger ou faire l'amour? Ça, c'est la question que je me pose depuis que je ne Toujours. me branle plus. Et faire l'amour. Faire l'amour. Oui, manger, vous n'avez pas besoin en même temps.
Ça, c'est encore un autre rire. Je suis pas sûr que votre fille n'ait pas peur, moi. Vous préférez la coke ou les putes? La coke est beaucoup moins chère maintenant. À l'époque où j'en prenais beaucoup. Ouais. Mais j'ai plus le droit ni à l'un ni à l'autre. C'est Ouais. un peu chiant. Hein. Bah oui. Mais en même temps, je me dis que si je vais jusqu'à 80 ans, je me remets Ouais. aux deux. Ah, d'accord. Vous préférez Bataille ou Fontaine? Fontaine, Ah ouais, vous faites la différence entre les deux, vous. au hasard, totalement. Au hasard, oui, ça, c'est pareil pour moi. Hein. Vous préférez le jour ou la nuit? Mais je préférais franchement la nuit et maintenant je joue beaucoup le jour. On passe maintenant aux commentaires de l'actualité avec les infos de Blacko 1. Si un journaliste écrit un article qui ne vous plaît pas, n'hésitez pas à appeler la police. Descente à 6h du mat, direct les menottes, après on le fout à poil et hop, en tôle. Après ce qui est arrivé à l'ancien directeur de publication de Libé, Sarkozy demande à ce qu'on réfléchisse à des procédures pénales plus respectueuses du citoyen. En attendant, la France n'est pas vraiment le pays de la liberté de la presse. Notre pays est classé 35e au rapport 2008 de Reporters sans frontières, derrière la Namibie et le Ghana. Heureusement, c'est bientôt le président qui nommera le PDG de France Télévisions. L'avantage, quand les journalistes sont aux ordres du pouvoir, c'est qu'il n'y a plus de raison de les envoyer en tôle. Avec Internet, la télé a pris un sacré coup de vieux. Bientôt, il n'y aura plus que papy et mamie pour regarder ce vieux média ringard. Puisque la télé n'intéresse plus les jeunes, France Télévisions a donc décidé de plaire aux vieux. Les programmes vont commencer à 20h35, comme avant. Il y aura du théâtre, comme avant. Et on annonce même le retour du ciné-club, comme avant. Jusqu'à présent, aucun député UMP n'a déposé d'amendement pour le retour du noir et blanc. Mais quel dommage, ça nous ferait rajeunir de 30 ans. Et puis, si les téléspectateurs ne sont pas contents, il n'y aura qu'à dire que c'est la faute à Carolis. Ça tombe bien, le gouvernement cherche un moyen de le dégager. La semaine dernière, la police a arrêté 5 dangereux terroristes d'ultra-gauche. Sauf que cette semaine, la justice en a déjà relâché 3. C'est du délire complet. Mais bon, mieux vaut prévenir que guérir. Les gendarmes dans le Gers ont la même philosophie. Dès le collège, ils organisent des fouilles au corps dans les classes avec des chiens. Bah ouais, pour éviter que nos gosses deviennent des trafiquants, il faut anticiper. C'est juste une question de bon sens. Dire qu'un mineur d'aujourd'hui peut justifier une sanction pénale à partir de 12 ans me semble simplement correspondre au bon sens. Si on va au bout du bon sens, l'idéal, ce serait quand même de dépister les mauvaises graines dès la maternelle, comme le propose Frédéric Lefebvre. Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Quand vous détectez chez un enfant très jeune à la garderie qu'il a un comportement violent, c'est le servir, c'est lui être utile à lui que de mettre en place une politique de prévention. Bah oui, c'est vrai ça. Si on avait pu obliger la mère de Ben Laden à avorter, on n'en serait pas là. Question de bon sens. Voilà, c'était les infos de Blacko 1, mise en image de Julien Grappe. Laurent Neumann nous a rejoint. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction de Marianne. Ça va? très Vous bien. allez bien? Pleine forme. Vous n'avez pas encore été arrêté par les flics à 6h30 du matin? Pas vous encore, pas encore. C'est quand même rassurant, remarquez, de voir que les journalistes sont aussi maltraités que les citoyens. Évidemment, il est journaliste, donc on en parle beaucoup, mais en réalité, ça se passe tous les jours. Voilà. Alors, Frédéric, vous vous êtes déclaré ému quand même par rapport à cette affaire de Vittorio De Filippis. J'ai même parlé de magistrats un peu cow-boy, se retrouver traités comme des voyous pour une affaire en diffamation. C'est un peu curieux. Alors après, on a compris. C'est que le juge a considéré que le journaliste aurait dû, après 3 convocations, se rendre à la convocation, et je pense qu'il a voulu lui faire payer. Pour reprendre l'expression de Frédéric Lefebvre, si effectivement il y a des policiers qui se comportent comme des cow-boys, c'est peut-être aussi parce qu'on a fait passer les journalistes d'opposition pour des Indiens. Voilà. Vous êtes beaucoup plus l'opposition que le Parti socialiste, hein, Marianne. Cette semaine, le sujet qui devrait passionner absolument tous les Français, dont l'opposition aurait dû s'emparer si elle arrivait à être un peu plus audible et à s'occuper un peu moins de ses querelles internes, c'est évidemment la réforme de l'audiovisuel public. On est en train de nous faire un coup d'État médiatique. Je pèse mes mots. Ce qui s'est passé cette semaine à travers ce projet de loi, c'est une forfaiture démocratique. L'idée que le président de la République puisse nommer seul, sans contre-pouvoir, sans garde-fou, le président des chaînes de télévision publiques, des stations de radio publiques, c'est une forfaiture démocratique. D'ailleurs, je vous pose une question très simple. Très simple. Citez-moi un pays au monde, un pays démocratique, où ce qui vient d'être voté
existe. Ça existe en Russie, ça existe en Chine, ça existe en Corée du Nord et dans quelques républiques bananières africaines. Voilà, c'est ça la vérité. Oh là là, c'est énorme. Non, Dominique, c'est énorme ce qu'il dit là. Parce que ce qu'il dit est pas vrai. Attends, aujourd'hui, on vit dans un milieu où juste, grâce au numérique cardien, on a l'accès à plusieurs chaînes, donc à plusieurs canaux d'information. Donc on n'a pas que l'information de l'État. Il n'y a pas que l'information de l'État, mais il y a celle des amis de l'État que sont Bouygues, Lagardère, Dassault et Bolloré. Donc si tu veux, on n'a pas l'information de l'État, on a d'un côté un patron qui est nommé par Sarkozy et de l'autre côté des mecs qui sont ses meilleurs potes. Non mais attends, Dominique, faut pas non plus. Je comprends que tu sois Sarkozy. Pour un moment, il faut quand même être... C'est vous, 2 secondes, qui devriez regarder un peu le panorama complet, de savoir que BFM est juste la chaîne d'info qui marche le mieux, est totalement indépendante et veille nulle part, n'est inféodée au pouvoir. Il faut aller regarder BFM, mesdames, messieurs. Et Canal. Le président de la République ne peut pas nommer un président qui serait désavoué ou avec lequel le CSA serait en désaccord. Je réponds juste sur ce point, parce qu'il va y en avoir d'autres. Les 9 membres du CSA sont élus par les amis de M. Lefebvre et de M. Sarkozy. Le président du CSA a d'ores et déjà dit que cette réforme était formidable. On lui enlève ses prérogatives et il dit c'est formidable. Je n'aurais plus le droit. Il est pire qu'un homme politique, on ne peut pas en placer une. Cet argument-là est déjà nul et non avenu. Allez-y, Frédéric. Voilà, j'aimerais bien terminer. Oui. Aujourd'hui, parce que la loi est votée, en tout cas sur cet article, il y aura, quand il y aura la nomination d'un président, un débat au Parlement, un vote, l'opposition pourra s'exprimer. Ça n'était pas le cas. Vous savez parfaitement, Thierry, comme il le sait, que la nomination avant, elle était faite comment? Dans les couloirs. Ouais. Le CSA, vous l'avez déjà vu nommer quelqu'un qui était contre le président de la République? Parce qu'il était copain avec Bernadette Chirac. Alors. Frédéric Lefebvre est en train de nous dire, écoutez, jusqu'à présent, le système était incestueux. Très bien, aujourd'hui on légalise l'inceste. C'est exactement l'argument que vous venez d'employer. Exactement. C'est faux. Ça ne tient pas la route une seule seconde. Le débat parlementaire, ça compte pas pour lui. Évidemment. Mais si, je vais y venir, c'était votre 3e argument. Le débat parlementaire, oui. Pour s'opposer à la nomination du président, vous avez juste oublié de le dire, il faudra réunir 3/5 des parlementaires qui seront contre. Autant dire que c'est impossible. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Explique-moi ce qu'on aurait dû faire et comment on aurait dû le faire. Très simple. Le CSA, effectivement, ça ne fonctionne pas dans une situation idéale, c'est très juste. Mais dans ce cas-là, il fallait donner plus de pouvoir, plus d'indépendance, protéger le pluralisme. On revient 25 ans en arrière, et même de façon pire. Et puis, de toute façon, si on ne me croit pas encore une fois, citez-moi un pays démocratique où ça existe, vous n'en trouverez pas. C'est le seul. Comment est nommé le président de la BBC, s'il te plaît? Non, mais je ne connais pas les détails. Comment? Tu devrais nous le dire. Ce que je sais, c'est un conseil d'administration dans lequel siège le gouvernement anglais et il est révoqué tous les 5 ans. C'est exactement la même chose. Non mais attendez, là ce soir il se passe un truc extraordinaire. C'est pas Frédéric Lefebvre qui parle le plus. Et c'est pas normal. D'habitude c'est lui qui parle. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non mais vous pouvez pas citer la Corée du Nord et de pas savoir ce qui se passe en Angleterre. C'est juste ça qui m'énerve. Bon, est-ce que le CSA va continuer à exister? Le CSA, il a été inventé par une loi de 1989, loi socialiste. Le mode de nomination, il a été inventé par les socialistes. Et il se trouve que là, comme on a gagné toutes les élections nationales, il y a les socialistes, au CSA. Alors du coup, les socialistes veulent changer de système, comme d'habitude. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2004, Madame Tasca expliquait qu'il fallait un autre système, que le CSA, ça allait pas pour nommer France Télévisions. Il fallait que ce soit directement qui? Le chef de l'État. Bah voilà. Bon alors, maintenant, passons aux 450 millions d'euros qui sont donnés par l'État. Est-ce que vous ne croyez pas que dans ces périodes un petit peu difficiles, il eût mieux valu donner cet argent à des secteurs en difficulté? Alors d'abord, ils ne sont pas donnés par l'État. Il y a en fait une taxe sur les télécoms. Et franchement, le secteur des télécoms, il a besoin, il vit sur les contenus. Il est normal qu'il participe au financement de la création. Non mais le vrai sujet, Thierry, vous qui connaissez très bien la télévision, vous savez parfaitement qu'on a un modèle gratuit. Qu'il y a quelques années, on finançait 5 chaînes avec un gâteau publicitaire. Le gâteau publicitaire, aujourd'hui, il en finance 200. Ah, je sais ce qui va me sortir. Il est bien cet argument. Ben non, mais il est vrai. Non, mais je le connais. Non, mais il est bien. Non, je vous dis honnêtement, il est bien. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est grâce à nous, le budget de l'audiovisuel public est sécurisé. Même si un jour, il n'y a plus de pub dans le pays, on ne sait plus ce que c'est, il y aura toujours
le service public. Admettons que vous ayez raison. Comment vous expliquez que cet argument-là sorte maintenant, c'est-à-dire au moment où la pub va effectivement mal, ça c'est une certitude. Alors que le projet, lui, il a été proposé le 8 janvier. Ne fais pas le naïf. Ils sortent les arguments qui les arrangent quand ça les arrange. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Ah oui, enfin, c'est la politique, ça. Absolument. Thierry, comme Marianne est un journal très honnête. Très honnête. Ils vont regarder ma déclaration du 9 janvier. Oui. Non mais toi tu déclares tellement de trucs, à un moment on s'y perd. Ça c'est vrai. Il a raison. Mais 9 janvier... Vous disiez ça le 9 janvier. Bien sûr. Je voudrais juste vous citer 3 noms que les gens qui nous regardent ne connaissent pas forcément. Monsieur François Baron, UMP. Monsieur Mariton, UMP. Monsieur Grand, UMP. Tous les 3 sont contre la nomination du président. C'est des Chiraciens et des Villepininistes. Eh bien, vous si ne tu les me cites entendez... des Chiraciens et des Villepininistes. Vous ne les là, entendez on parle de Sarkozy, nulle part. Et en plus, Barouin s'est fait plaquer par une présentatrice. Bien. Je me demande, vous, sérieusement, si vous n'avez pas perdu à l'école des fans quand vous étiez petit, parce que vous êtes méchant. Vous êtes méchant avec France 2, des fois. Non, franchement, non. Ah bon? Alors, est-ce que, quand même, TF1 ne fait pas un lobbying épouvantable sur les députés pour faire baisser cette taxe de 3% à 1,5%? Vous savez ce que c'est, le lobbying? Vous avez eu des affaires de lobbying, vous? Oui. Ce que vous appelez la veille parlementaire, par exemple. Ça veut dire qu'on regarde ce qui se passe au Parlement et que de temps en temps, on va choper un député. Vous savez, le fait que les entreprises, toutes les entreprises, France Télévisions, comme TF1, comme toutes les autres en audiovisuel, cherchent à voir les parlementaires, leur expliquent quels sont leurs intérêts, ce qu'il faut faire, ça me paraît assez normal. Mais quand les amendements des députés UMP reprennent mot à mot le livre blanc de TF1, nous, pauvres citoyens, on se dit quand même c'est énorme. C'est-à-dire que les députés de l'UMP, on peut les acheter. Bon, la deuxième coupure dans les films, ça, les chaînes privées l'ont obtenu. Alors maintenant, ils demandent la suppression de Plus belle la vie, parce que ça embête le journal de TF1. Ils demandent, il y a Miard, le député Miard. Lui, c'est ce qu'il a dit, c'est énorme. Il a dit, il ne faut plus qu'il y ait le 19-20 sur France 3. C'est pas parce que Miard dit ça que ça se fera. À 20h35, TF1, ils sont ravis, il n'y a plus de pub sur le service public. Donc ça leur fait plaisir. Ils se sont dit, on va récupérer la pub. Mais ils se sont dit, si France 2 commence à 20h35, nous, notre pub, personne ne la regardera. Tout le monde regardera le programme de France 2. Alors ils ont dit, on va mettre de l'instruction civique. Thierry, cet amendement qui dit qu'il faut mettre au moment de la pub de l'instruction civique, j'ai tout de suite dit d'ailleurs que, évidemment, je ne le voterai pas. Ah, très bien. Juste un mot sur ce que vous avez dit de M. Miard, député. Je ne vois pas pourquoi il se gênerait. Parce que Frédéric Lefebvre, qui est à ma droite, il n'a cessé d'expliquer que Christophe Ondelat sur la 2, c'était pas bien, que Courbet, c'était pas bien. Il a raison. Et il a obtenu, Christophe Ondelat a disparu. Alors je ne vois pas pourquoi il se gênerait. Non, mais juste un truc. Sur Ondelat, Courbet, tout ça. À partir du moment où on supprime la pub à partir de 20h, la tranche de 19h sur la grille, elle est essentielle pour 2 raisons. D'abord parce que c'est le moment où il reste la possibilité pour France Télévisions de récupérer de la pub. Donc c'est pas là qu'il faut prendre des risques. Les risques, on va pouvoir les prendre après 20h. Est-ce que vous pensez que l'idée de mettre Julien Courbet à 19h sur France 2, est-ce que c'est une idée des gens de TF1 ? Je crois que c'était dans le livre blanc, c'est exactement ce que tu viens de dire. Bon, alors, on continue le commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 2. Finalement, cette crise, c'est une bénédiction pour la France. L'État va injecter plus de 26 milliards dans des tas de projets ambitieux. Quel sacré coup de fouet pour notre économie! En même temps, Sarkozy n'a pas l'air aussi sûr de lui que d'habitude. Il ne dit plus « je », il dit « nous ». Voilà le plan que nous vous proposons aujourd'hui. C'est tellement nouveau qu'il en bafouille. Où est-ce que nous fallions? Et au lieu de tirer la couverture à lui, cette fois, il met les autres en avant. Tout ce que je viens d'annoncer, avec le Premier ministre et le gouvernement, apporte dans notre pays. Si Sarko joue collectif, c'est que ça va mal. Me disait hier, vraiment, vous n'avez pas de chance, hein. C'était pas le moment de devenir président de la République. Il y a quelqu'un qui lui a dit que c'était pas le moment d'être élu président. Petit papa Chirac, toi t'étais vraiment un crack. Et ouais, avant de quitter l'Élysée, Chirac a promis des logements par milliers en faisant adopter le droit au logement opposable. Depuis le 1er décembre, les tribunaux sont donc assaillis de plaintes pour obtenir d'urgence un logement décent. Sur 13 600 demandes jugées recevables en Ile-de-France, seuls 3 300 logements ont pu être attribués. Du coup, les tribunaux ont maintenant 2 mois, soit pour forcer l'État à trouver des logements, soit pour le condamner à verser une amende. Sympa pour le petit Nicolas. Je veux, si je suis élu président de la République,
que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir. Comme s'il n'avait pas fait assez de promesses lui-même, voilà maintenant qu'il doit assumer les promesses de Chirac. Petit papa Chirac, t'as promis bien trop de baraques. Voilà, c'était les infos de Blacko 2, mise en image de Julien Grappe. Alors, le plan de relance, Blakowski a l'air inquiet de voir que Sarkozy la joue moins perso que d'habitude. Peut-être qu'il est moins sûr de lui, non? Ouais, surtout quand on vit une crise comme on vit aujourd'hui, je pense qu'il faut jouer collectif. Ouais. Il est content, Sarko, en même temps, parce que, bon, le fait que ce soit la crise, moi, contrairement à ce qui était sous-entendu là, je pense que ça lui plaît. C'est un mec qui aime bien se battre. Il est fait pour régler des problèmes. Voilà, en plus, il n'y a plus Maastricht maintenant. Jusque-là, on pouvait lui dire, tu dépenses trop de blé. Maintenant, on se doute bien que les critères de Maastricht, ça va passer à l'as, donc il fait ce qu'il veut. Il peut créer une dette absolument colossale sans avoir de problème avec les Européens maintenant. Dans Maastricht, c'était prévu. Situation exceptionnelle, on peut dépasser les critères. Ce que les gens voient, et c'est moi ce qui me frappe dans ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, c'est qu'il n'y a rien pour les salariés, il n'y a rien pour le pouvoir d'achat, et que les gens n'ont pas le sentiment dans ce qui a été annoncé que ça les touche, que ça les concerne, et que demain, ça va aller mieux, voilà, pour eux directement. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on fait le RSA, parce que c'est dur. C'est pour ça qu'il y a dans ce plan une prime pour justement faire la liaison avec le RSA. Je remarque effectivement que ce gouvernement de droite prend des mesures assez sociales et c'est assez étonnant. Je suis d'accord. Maintenant, il y a une telle disparité entre les pauvres et les riches, entre les gens qui gagnent un SMIC et demi ou 2 SMIC et ceux qui gagnent des centaines de millions d'euros, que de toute façon, quels que soient les petits cautères que vous mettrez sur ces jambes de bois, ça ne réglera jamais le problème. Il faut repartager l'argent. Je pense sincèrement. Et c'est ce qu'on essaye de faire. C'est pas facile, mais on essaye. Bien, on se dépêche. On va voir si vous avez bien suivi l'actualité de la semaine. On passe au champion de l'actu. Bien, qu'a reconnu George Bush cette semaine? J'ai été nul. J'ai fait tout ça pour impressionner mon père. Je n'étais pas préparé pour la guerre. Je vous ai tous bien niqué. Je n'étais pas préparé à la guerre. C'est un homard. Alors ça, c'est un homard. C'est-à-dire que le point va en face. Non mais c'est bien, c'est ça exactement, bravo. L'entièreté de l'interview fait peur. Fait peur parce qu'il quitte le plateau en disant « Je quitterai la présidence la tête haute ». C'est insensé. Comment peut-on gagner tranquillement 1 500 € en Italie en se faisant tatouer Fiat sur le bras, en témoignant contre la mafia, en appelant son fils Benito, en affirmant son soutien à Silvio Berlusconi ou en dénonçant son voisin au fisc? En témoignant? En témoignant contre la mafia. Je crois qu'en dénonçant son voisin au fisc. Non. Non, parce que c'est très, très italien, ça. Mais non. Et alors, non, c'est Fiat. Non, en appelant son fils Benito. Non, c'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Et ça marche aussi, c'est une fille, tu l'appelles Rachel, comme l'épouse de Mussolini. Mais qui est-ce qui les verse? C'est un parti d'extrême droite qui verse 1 500 €, voilà. Comment Christophe Ondelat a-t-il justifié l'échec de son émission vendredi, si samedi? Le titre de l'émission n'était pas assez clair. On a voulu me faire taire car je dérangeais. J'ai été très naïf sur la capacité des téléspectateurs à s'intéresser à la culture. Cette émission était trop en avance sur son temps. Les Français sont des cons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je crois être trop intelligent pour faire de la télévision. Très naïf. J'ai été très naïf. Bravo, Dominique Farrugia. Alors, en 2009, les banques islamiques seront autorisées à ouvrir des guichets en France. À quoi reconnaît-on une banque islamique? Elle porte une barbe. Il faut enlever ses chaussures pour y entrer. Le distributeur de billets est orienté vers la Mecque. Elle n'investit que dans des entreprises halal. Elle ne fait pas de prêts à intérêt et refuse de spéculer. Ou elle est ouverte jusqu'à 3 h du matin, puis elle vend d'autres trucs, quoi. Elle n'a pas le droit de spéculer. Pas le droit de spéculer. Voilà, on n'a pas le droit de spéculer, voilà. Et là, on doit s'inspirer d'autres cultures, parce que si les banquiers français n'avaient pas spéculé, joué au casino avec l'argent des pauvres gens, eh ben on ne serait pas obligé de les recapitaliser aujourd'hui. Voilà, donc il y a beaucoup à apprendre de toutes les cultures. Voilà. Quelle citation de Jean-Pierre Raffarin Barack Obama a-t-il récemment employé? La popularité n'est pas un programme politique. La route sera longue et la pente sera raide. L'espérance de vie est une espérance, faisons de cette espérance un bonheur. Les jeunes sont destinés à devenir des adultes. Ou the yes needs the no to win
against the no. La route sera longue. La route sera longue et la pente sera raide. Imagine Barack Obama qui cite du Jean-Pierre Raffarin quand même. Hein. Il a fait du Sarkozy aussi. Hein. Oui. Yes, we can, tout est possible. Ah ouais. Tu vas un peu loin, pardon. Bien. Qui est en tête, Stéphane? Laurent Neumann, mesdames, messieurs. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. Ça va? Ça va et vous? Bonsoir. À vous Stéphane Guillon pour la semaine de Stéphane Guillon. Et on commence avec un photomontage proposé par VSD, Martine Aubry avec les yeux et la bouche de Ségolène Royal. Et encore plus étonnant, voici Martine Aubry avec le ventre de François Hollande. Incroyable. Karim. Les ouvriers du bâtiment ont offert à Rachida Dati un cœur en acier. Rachida, elle porte des bagues à 15 000 €, alors un cœur en acier. Ils sont cons, ces ouvriers. Robert Hue claque la porte du PC, normal. Après l'éviction de Blanche-Neige, ce sont les 7 nains qui vont trinquer. Le 18 décembre 2006, Nicolas Sarkozy déclarait que s'il était élu, dans les 2 ans, plus personne ne serait obligé de dormir sur un trottoir et d'y mourir de froid. Promesse tenue, aujourd'hui le SDF dort sous terre dans une boîte. L'expulsion d'un clandestin coûte 21 000 €. C'est le prix d'un Paris-Bamako en première classe. Et pourtant, regardez, c'est rare qu'une personne qui voyage en première mette autant de mauvaise volonté à embarquer. Frédéric Lefebvre souhaite que l'on détecte les comportements violents chez l'enfant dès l'âge de 3 ans. Eh bien, il a raison. Vous avez raison. J'ai une petite Violette de 2 ans, mais elle est précoce, qui a mordu au sang son ami Baptiste. Eh bien, sa mère et moi, monsieur Lefebvre, on est d'accord pour l'envoyer dans une crèche disciplinaire. Elle est prête à partir, elle a son doudou, sa tétine, son cartable babar, et elle va apprendre ce que c'est que la discipline, la petite pute. Si vous voulez dire un mot... Oui, j'ai été 18 ans maire adjoint, je m'occupais de la jeunesse, notamment de la petite enfance, et j'ai encore souvenir d'un éducateur qui avait un enfant qui parlait sans arrêt d'utiliser un pistolet, et qui en réalité, 10 ans après, et personne s'en était occupé, a utilisé le pistolet de son père, et a blessé, pas mortellement heureusement, un voisin. Et donc je dis simplement que le mot prévention, ça a un sens. Ouais. Alors évidemment, les familles doivent faire attention, mais il faut que la société, si on veut éviter d'arriver à la réponse pénale très vite, et la réponse justement de la prison, il faut que quand on détecte chez un enfant un problème, il y ait une réponse de prévention. Et aujourd'hui, honnêtement, la société est très en retard, en France en tout cas. Avant, on avait peur pour nos enfants, nous les parents, et maintenant on nous demande d'avoir peur de nos enfants. Voilà, c'est tout. Des cours d'éducation sexuelle dès l'âge de 5 ans. Ah, bah c'est normal. Si à 3 ans, on peut les faire interner et à 12 ans, les mettre en prison, il faut qu'à 5, ils apprennent à mettre des capotes. Lors de sa garde à vue, le journaliste Vittorio De Filippis a dû baisser son slip à 2 reprises et tousser. Une procédure normale d'après Michel Alliot-Marie. Oui, c'est normal. La plupart des journalistes de gauche ont une clé USB avec des informations confidentielles planquées dans le rectum. Le principe est tout simple, on la glisse dans un préservatif et hop, dans l'anus. Un procédé que certains ont du mal à supporter, d'ailleurs, tel Daniel Cohn-Bendit. Si je peux me permettre celle de Thierry Ardisson. Thierry, les vôtres, voilà, sont quand même beaucoup plus... Vous voyez, voilà. Un homme prévoyant. Applaudissements pour Thierry.
Tourisme, bientôt les vacances de Noël. On s'apprête à choisir un hôtel. En septembre dernier, je vous avais déconseillé l'hôtel Marriott d'Islamabad. Oui. Niveau confort, ça a beaucoup baissé. Eh bien, évitez aussi le Taj Mahal à Bombay. C'est plus du tout ce que c'était. Merci. On reste en Inde avec la mode Bollywood, toujours au top de la tendance. Cette semaine à Bombay, on ne sortait pas sans sa couverture de survie. Julien Clerc chante ce soir au Téléthon. Pauvre gosse. C'est pas parce que t'as plus de jambes que t'as plus d'oreilles. Et on termine avec une info du Nouvel Observateur. Carla Sarkozy aime la clarinette. Eh bah oui, quand tu vis avec un joueur de pipeau, c'est normal. Et il ne joue pas que du pipeau. Dans les villages people, c'est lui qui faisait l'ouvrier. Voilà. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Comme vous le savez, en P3, nous recevons l'auteur d'un essai, d'un témoignage, d'un document. Ce soir, Philippe Lelouch. Toujours en compagnie de Frédéric Lefebvre et de Dominique Farrugia, bien sûr. Voilà. Alors Philippe, bonsoir. Bonsoir Thierry. Vous avez été grand reporter à Envoyé spécial, vous avez été acteur, vous avez fait du one-man show, vous avez écrit une pièce formidable, Le jeu de la vérité, 1 et 2, le 2 produit par Farrugia. Ouais. Mais pour moi, vous resterez toujours le mec qui a couché avec la fille qui faisait les pubs au bad. Vanessa Demouy, mesdames, messieurs. Énorme. Respect. Il y a des mecs qui m'envoient des messages comme ça sur Internet pour me dire « Salaud, tu me l'as volé ». Moi, je te le dis. Moi, je te le dis aussi. Tu peux me compter dedans. Ouais. Donc, vous êtes aujourd'hui ici, Philippe, pour un livre publié au Cherche Midi qui s'appelle « J'en ai marre d'être juif, j'ai envie d'arrêter ». J'adore le titre. C'est énorme. Alors, bien sûr, on ne peut pas arrêter des juifs, sauf deux exceptions, dites-vous dans votre livre. Oui, il y a Jésus et Lustiger. Oui, c'est ça. Ouais, c'est les deux premiers mecs qui ont été bien catholiques avant de... Alors, vous êtes né en Israël, mais 6 mois après, vos parents rentraient en France. Donc, vous êtes juif, mais pas israélien, quoi. Exactement, voilà. Ouais. Vous avez été élevé dans des écoles catholiques, dire que votre mère était goy. Ouais. Hein, et vous comprenez malgré ça que vous n'échapperez jamais, de par votre nom, à votre identité juive, quoi. C'est vraiment le louche, vous êtes juif Salomon, quoi. Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un mec pour vous dire mais t'es juif. Alors, ça va quand la question est posée comme ça. Quand t'es israélite, c'est déjà plus suspect. Oui, à israélite, c'est la façon, soi-disant bien élevée, des antisémites pour dire juif. Oui, c'est ceux qui pensent que juif est une insulte. Oui, c'est ça, oui, voilà. Aujourd'hui, ils disent sionistes. Oui, sionistes. Ils sont anti-sionistes, c'est différent, ça. Alors, vous passez en revue tous les clichés, évidemment, qui traînent sur les juifs, et vous les expliquez, vous donnez votre avis, vous les agrémentez d'histoires drôles, et c'est vraiment un livre... Voilà, que je conseille à tout le monde, parce que c'est un best-of de l'humour juif. Alors, déjà, le premier truc, c'est la réussite. Vous dites, en fait, on pense que les juifs sont programmés pour la réussite, comme les noirs pour la course à pied, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En gros, si tu réussis pas, à quoi ça te sert d'être juif, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, c'est terrible, ça met une pression énorme sur ceux qui réussissent pas, évidemment. Moi, je confirme, j'ai produit une pièce, le 2 avec lui, ça n'a pas marché. Comme quoi, tu vois. Alors, il y a une autre affirmation aussi qui est soutenue à la fois par les antisémites et les juifs convaincus, c'est les juifs sont plus intelligents que les autres. Ouais. Pour reprendre l'argument de la réussite juive, si on réussit pas quand on est juif, on culpabilise, et une fois qu'on a réussi, finalement les autres disent bah c'est normal, il est juif. Donc t'as aucun mérite. Donc il n'y a aucun mérite, quoi. Voilà. Et l'intelligence, c'est pareil. Alors je sais pas qui a inventé ce truc-là, que les juifs étaient plus intelligents que les autres, donc voilà. Il y a un autre cliché aussi, c'est les juifs s'entraident. Ouais, ils s'entraident entre eux, Alors moi, je n'ai jamais rencontré dans ma vie un juif qui, sous prétexte que j'étais juif, m'a aidé. Pourtant, dans le showbiz, il y en a un paquet. Oui, c'est vrai, oui. Voilà, mais jamais, ça m'est jamais arrivé. Même Farrugia. Mais t'imagines, hop, tu montes dans le bus, vous êtes juif, gratuit. Moi, j'ai même été plus loin. Moi, chaque fois que je me suis fait baiser dans les affaires, c'était par des juifs. C'est ça qui est le plus drôle. Alors, vous expliquez la différence entre les séfarades. Alors, les séfarades, c'est les juifs d'Afrique du Nord, un peu bling-bling, un peu les noirs-pieds, quoi, comme ça, et les ashkénazes. Alors, eux, c'est genre
la gueule, plaintif. Et alors, vous parlez d'un truc, c'est vrai qu'on dit souvent ça, pendant la Shoah, vous étiez au soleil. Oui. On dit ça aux séfarades. Ouais, un jour, un copain ashkénaze m'a dit, mais de quoi tu parles, toi, pendant qu'on était dans les chambres, tu étais au soleil. Alors c'est vrai, parce qu'effectivement, évidemment, on le sait dans l'histoire que les ashkénazes ont plus morflé que les séfarades, et c'est abruti, parce que ça voudrait dire qu'il y a une espèce de monopole de la douleur, ce que je refuse définitivement dans tout. Voilà, la douleur, elle n'est pas d'abord seulement juive, elle doit être humaine. Humaine, ouais, absolument. Alors, il y a un chapitre aussi dans votre bouquin qui est bien, c'est les juifs et la paranoïa. Ouais. Alors, il y a des mecs qui disent, bah oui, mais attendez, les juifs, ils voient des antisémites partout. C'est vrai. Et vous répondez, oui, mais c'est vrai, il y en a partout. Il y en a partout, et c'est vrai, on les voit partout. Mais par exemple, le juif qui peut rendre antisémite l'autre juif, c'est celui qui voit les antisémites partout. C'est insupportable, parce que pour moi, c'est aussi grave de traiter un mec d'antisémite que de le traiter de sale juif. Oui, aujourd'hui, être traité d'antisémite, c'est très, très grave. Comme être traité de collabo en 45. Donc ça va, quand on le dit sur Dieudonné ou Le Pen, a priori, on est sûr de ne pas se tromper. Mais sur d'autres, voilà, c'est plus délicat. Dieudonné Oui, il y a des gens qui disent ça. Oh, mais je crois pas. Non, Dieudonné, il est antisioniste, c'est pas pareil. Alors, il y a à chaque fois, bon, on n'a pas le temps, mais à chaque fois, il y a des blagues. Par exemple, c'est vrai que si vous dites à quelqu'un, tu sais qu'on va tuer tous les juifs et tous les coiffeurs. Et les gens me disent, pourquoi les coiffeurs? J'en ris, hein. Et au départ, je crois que ça part d'une souffrance. Ah oui. Alors, comme certainement toutes les choses qui font rire, mais c'est très très chiant. Hein. Par exemple, sur les mères juives, alors bon, les mères juives, évidemment, c'est connu, elles encouragent leurs fils, voilà, t'es le plus beau, mon fils, etc. Il y a une phrase géniale dans votre bouquin, c'est un génie, c'est un étudiant qui a la moyenne et une mère juive. Et Einstein qui dit à sa mère, maman, on a le Nobel. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est vrai, ça. Mais non, mais je crois qu'on attribue aux mères juives, finalement, un mérite que beaucoup de mères autres ont. Et je crois que si tant est qu'on devait trouver une explication à la soi-disant réussite juive, alors ce serait certainement les mères. Puis Jésus. Jésus, alors lui, c'était vraiment le fils de la mère juive, quoi. Ah bah oui, pour croire que sa mère est vierge jusqu'à 30 ans, pour avoir créé une multinationale encore en activité. Il avait sa mère qui poussait, Jésus. Il y a sa mère qui poussait, ouais. Alors vous parlez de ce qu'on appelle les prosémites, c'est-à-dire les gens qui sont casse-couilles, en gros, c'est-à-dire tribune juive, par exemple, quand vous faites dans votre spectacle une vanne sur aller en Allemagne en train, c'est une vieille tradition chez les juifs, qui est une vanne. Ils vous disent, vous n'avez pas le droit de jouer avec ça. La seule mauvaise critique que j'ai eue sur ce sketch, vraiment, hein, alors bon, j'en ai eu une bonne chez Minute, hein, ce qui n'est pas rassurant, mais il y en avait une bonne, c'était effectivement un journaliste d'actualité juive qui m'avait dit ça, qui avait dit, monsieur Lelouch, d'être séfarade ou ashkénaze, donne pas le droit de rire avec les trains. Alors c'est la première fois de ma vie que j'ai appelé un journaliste au téléphone pour dire, je crois que tu n'as d'abord rien compris à l'humour juif, parce qu'il y a un mec qui s'appelle Lenny Bruce qui rentre sur scène aux États-Unis avec 2 savonnettes en disant, je vous présente mes grands-parents. C'est un poil plus violent, quoi. Alors, il y a cette notion aussi de peuple élu. Qui, dites-vous, rassemble les juifs vaniteux et les antisémites, en fait. Hein. Oui, c'est une mécompréhension historique totale. C'est-à-dire que dans peuple élu, il y en a qui pensent que les juifs s'autoproclament les meilleurs parce que élus par Dieu, et certains juifs finissent par le croire. D'ailleurs, il y a beaucoup de juifs qui croient les arguments des antisémites, ce qui est assez grave. Ce qui est terrible. Et en fait, peuple élu, ça veut rien dire. La seule chose que ça veut dire, c'est que Dieu, évidemment, a choisi de montrer de son existence à Moïse qui était juif, et en ce sens, il a dit, je vous ai élu comme le peuple à qui je me montrais en premier. C'est la seule définition possible et retenable. En fait, ça veut dire qu'ils ont été au courant les premiers. Les premiers, voilà. Voilà, c'est tout. C'est pas plus que ça. C'est pas plus que ça. Voilà. Donc, quand on prend ce truc-là... C'est un grand argument des antisémites. Ça. Ah, bah, terrible. Terrible. Bah, Dieudonné, encore. Dieudonné, encore, voilà. Alors, faites des reproches aux juifs. Vous êtes très dur avec Dieudonné, hein, vous les juifs. Alors, vous reprochez aux juifs quand même un certain nombre de choses. D'abord, de refuser le mélange. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai, quand on est goy, pour épouser une juive, c'est pas évident. Hein. Non, c'est même juste pas possible, en fait. Et là encore, alors là, c'est une aberration historique, clairement, puisque avant le Moyen-Âge, de toute façon, le judaïsme venait du père. Hein. C'est après le Moyen-Âge que cette loi est arrivée, donc on ne sait pas trop par quel biais. Et puis enfin, je crois qu'il n'y a rien de plus beau que la mixité. Et dans la mixité, on peut garder son identité. Voilà. Et le deuxième problème, c'est la double appartenance. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, où on est français, où on est israélien, on peut être français et juif, mais... C'est difficile d'être français et israélien. On est catholique et français, donc on est juif et français. Et heureusement qu'il y a eu des juifs français formidables qui ont créé la laïcité et qui ont, au 19e siècle, même créé la République quelque part, qui ont oublié le judaïsme
pour juste travailler et travailler pour la France. C'est fabuleux. Oui, c'est un vrai problème quand on est juif de se positionner sur Israël. Mais de toute façon, c'est un problème pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un truc assez aberrant, c'est qu'on est à peu près tous d'accord ici sur Pinochet, sur Hitler, même, etc. Le seul truc où il y a 5 mecs, il y a 5 avis différents, c'est Israël. On est incapable de trouver une discussion non passionnée sur Israël et la Palestine. Et le PSG. Et le PSG. Alors c'est un livre excellent. Hein. Merci Thierry. Votre mère le trouve excellent? Ma mère, c'est le plus beau livre. Hein. Il est encadré. Sauf qu'elle vous a dit, le petit Azoulay, il est chirurgien. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Frédéric Lefebvre, porte-parole de l'UMP, Dominique Farrugia pour la grosse émission Best of 2008 double DVD. Cadeau de Noël, mesdames, messieurs. Laurent Neumann de Marianne, Philippe Lelouch pour J'en ai marre d'être juif, j'ai envie d'arrêter au Cherche Midi. Voilà, je vous laisse en compagnie de mes amis de Groland Magazine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.